Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler de la blockchain que Vitalik est en train d'encenser. On va aussi parler de plein d'autres choses, de Telegram. On va essayer d'y voir plus clair avec cette histoire sur Telegram et la coopération avec les autorités. On va parler et de l'impact sur le ton. On va parler aussi de plein d'autres choses autour de la finance décentralisée, du WBTC, de FTX, du nouveau sur FTX. On a aussi du dépiratage malheureusement et de plein d'autres choses. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui on a un Bitcoin à 63 500 $, un Ether à 2600 $, BNB 594, Solana 151 et on est sur des niveaux quand même assez hauts. Le BTC n'est pas si loin de son plus haut historique des plus de 70 000. Les autres cryptos sont un peu plus loin, mais voilà, pour dire moi je pense que voilà, cette fin d'année va être assez bonne, j'attends ça vraiment avec impatience. Je voulais vous parler de Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Les 20 € offerts sur Bitvavo sont de retour. Il suffit de s'inscrire avec le lien dans la description. Vous avez toutes les informations pour profiter de l'offre dans le lien, du coup plus bas. Et en plus, ils viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité sur leur application mobile. La version pro du site Bitvavo est désormais disponible sur l'application mobile. Vous allez pouvoir réaliser des ordres avancés. Donc on va prendre un exemple, hein. Regardez Tao d'ailleurs qui vient d'être listé sur Bitvavo. Vous allez avoir accès au graphique TradingView, donc comme d'habitude, je pense que vous connaissez bien tout ça. Et ensuite, vous avez l'onglet Trade, vous allez pouvoir réaliser des ordres à l'achat ou à la vente, que ce soit des ordres limit, market ou stop limit sur l'application. Donc par exemple ordre market, c'est très simple, on indique le montant qu'on veut acheter et on peut passer l'ordre et acheter la quantité qu'on souhaite. Mais je voulais en plus vous montrer que les frais sont très bas sur Bitvavo, notamment surtout sur les paires de trading USDC. Ils fêtent depuis quelque temps, ils essaient de pousser les paires de trading USDC sur la plateforme. Et regardez, si on part sur du BTC par exemple, qu'on veut acheter en USDC du BTC sur la plateforme pro via l'application mobile, même en plaçant des ordres marché, vous avez des frais très bas. Là, je suis à 77 $ d'achat pour un achat et de Bitcoin, et les frais c'est 0,038, donc ça représente en fait 0,05% de frais. C'est très bas pour un exchange centralisé et même décentralisé d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description pour profiter des 20 € de cet exchange qui a l'enregistrement PSAN, qui est européen. Et voilà. Je voulais vous parler de Telegram et de ce qui circule actuellement autour du fait que les autorités maintenant peuvent demander à Telegram des informations personnelles sur les utilisateurs et un peu démêler le vrai du faux de cette histoire et de l'impact sur la crypto ton. Alors ça a commencé, voilà, comme ça on a vu passer hier, j'ai commencé à voir les articles qui circulaient sur le fait que Telegram allait maintenant coopérer avec la justice, avec les diverses autorités compétentes, et en fait ça a commencé avec un post de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Il a posté ça sur le canal Telegram, je vous mets ici une traduction. Et il dit en fait il y a la recherche sur Telegram, donc pour chercher des groupes, chercher des chaînes, etc. Il dit que c'est malheureusement utilisé à des fins, on va dire, qui violent les conditions d'utilisation de Telegram. Et du coup, sur les dernières semaines, ils ont mis en place une équipe de modération pour supprimer le contenu problématique, et qu'il faut leur remonter si vous décelez ce type de contenu problématique, illégal, inapproprié ou autre. Et il dit en fait, pour dissuader davantage les criminels, là je cite vraiment ce qu'il écrit, pour dissuader davantage les criminels d'abuser de la recherche, nous avons mis à jour nos conditions d'utilisation de notre politique de confidentialité pour garantir leur cohérence à l'échelle mondiale, et ils ont précisé que les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui violent les règles peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valides. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, si des États viennent nous demander des adresses IP ou des numéros de téléphone ou des choses de criminels, on va les fournir aux divers pays. Donc pour moi c'est quelque chose en fait de tout à fait normal, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont présents dans plein de pays, et avec l'arrestation de Pavel Durov, oui en fait c'est un rappel à la loi pour leur dire vous êtes obligés de coopérer avec nous. Et en fait jusqu'à présent Telegram voulait un peu se positionner en mode non, on coopère pas avec les pays, on coopère uniquement si il y a des choses où la personne est suspectée d'être terroriste, ce qu'il y avait précédemment dans leur charte de confidentialité. Et là ils ont mis à jour en disant non, il y a aussi les IP et les numéros de téléphone. Mais moi j'ai envie d'aller plus loin. Telegram possède
sur leur serveur le contenu des messages. Si un pays vient leur dire il y a tel suspect de terrorisme, on veut savoir tout ce qu'il a échangé avec telle autre personne, et ben Telegram a le moyen, a la capacité de fournir ces données et ils les fourniront. Et il faut pas être surpris quand ça va arriver. Pourquoi ? Parce que Telegram a fait le choix de ne pas réaliser du chiffrement de bout en bout sur les messages comme peut l'être WhatsApp par exemple. Je sais que c'est difficile à y croire, mais les échanges sur WhatsApp sont plus sécurisés par défaut que les échanges sur Telegram. Oui, c'est comme ça, sur WhatsApp, tout est chiffré par défaut. WhatsApp ne peut pas envoyer le contenu des messages à d'autres gouvernements parce qu'ils ne les ont pas. La seule solution serait de modifier l'application WhatsApp pour tout le monde pour changer comment ça fonctionne. Bref, c'est quelque chose qui se verrait en plus et bref, moi j'y crois pas. Mais bon, tout ça pour dire que Telegram, là ils ont dit pour les adresses IP, mais ils diront aussi plus tard pour les messages parce qu'il n'y a pas le choix. Comme je vous l'ai dit, ils devront fournir ça, sinon ils vont rester, Pavel Durov va rester en prison, il sera recondamné ou même dans d'autres pays. Là il a été libéré sous caution, je sais plus, en tout cas il est toujours bloqué sur le territoire français. Mais oui, ça a clairement eu un impact sur tout ça. Mais pour moi, il faut pas être surpris. La crypto-monnaie Ton a un bel avenir, je pense, grâce à Telegram. Et je pense pas qu'il va y avoir que les gens vont quitter Telegram massivement parce que ça reste une bonne application. Pour l'utilisation qui en est faite, c'est très bien Telegram. Mais juste si vous voulez vraiment de la confidentialité totale, c'est pas Telegram, elle est sur Signal. Si pour les puristes, sinon pour les personnes lambda, WhatsApp c'est vraiment un très bon niveau aussi. Donc voilà, pour moi, pas d'impact majeur sur ça. Faut pas attention sur tout ce qui est feu autour de Ton et de ce qui se passe maintenant autour de Telegram. Pour moi, je reste assez confiant, en tout cas sur l'adoption de Telegram. Ça va pas disparaître du jour au lendemain. Mais voilà, ça aurait été mieux qu'ils se lancent dans le chiffrement de bout en bout. Ça changerait beaucoup de choses. Ensuite, Vitalik. Alors, qu'est-ce que vient de nous faire Vitalik ? Vitalik, il a posté un tweet où il dit, regardez, c'est amazing, c'est incroyable de voir ça. Et de quoi il parle ? Il parle de Celo. C'est quoi Celo ? C'est une blockchain à part entière qui a fait le choix dès juillet 2023 de basculer en tant que solution de niveau 2 sur Ethereum, donc une surcouche d'Ethereum comme peut l'être Optimism Arbitrum. C'est toujours en phase de test. Ça va se faire. Là, ils ont encore des étapes qui arrivent demain, le 26 septembre. Il y aura une prochaine mise à jour sur la phase de test. Tout ça pour dire que c'est un projet qui va se transformer en L2 sur Ethereum. Et en fait, il a dit qu'est-ce qui est incroyable, c'est que Celo vient de dépasser Tron si on prend en compte le nombre d'adresses actives journalières liées à des stablecoins. Donc le nombre d'adresses qui interagissent avec des stablecoins quotidiennement. Alors, attention quand même, le nombre d'adresses quotidiens, c'est quelque chose qui peut être faké d'une certaine mesure. Si vous avez des frais qui sont pas chers, vous pouvez faire beaucoup de transactions avec peu de frais et augmenter artificiellement le nombre, donc c'est pas non plus un indicateur parfait, mais il dit c'est vraiment très bien de voir ça démocratise les paiements et pour lui c'est dans les pays en voie de développement parce que toute la suite de l'article, ça parle en fait des paiements en Afrique notamment qui sont adoptés sur des applications qui utilisent Celo. Il y a beaucoup de stablecoins sur Celo, on a plus de 300 millions de dollars de stablecoins et il y a des applications telles que MintPay et Valora qui ont augmenté le nombre d'utilisateurs, MiniPay pardon et Valora qui ont augmenté le nombre d'utilisateurs notamment au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud et c'est ce qui porte en fait cette augmentation du nombre d'adresses actives en stablecoin sur Celo. Donc c'est intéressant de voir Celo qui semble se positionner un peu sur le marché des pays en voie de développement et de voir en fait une adoption réelle, j'ai envie de dire, des crypto-monnaies, des stablecoins. Pour moi, les stablecoins sont vraiment un cas d'usage énorme et incroyable pour les cryptos. C'est déjà un actif du monde réel, un real world asset qui est utilisé et où il y a vraiment un intérêt en fait tout simplement. Et voilà, Celo est en train de se positionner sur ça et Vitalik est très content de tout ça et c'était l'objet de son post. Donc voilà pour vous parler de Vitalik. Ensuite, on va parler de la SEC. La SEC qui vient de conclure un accord avec la société qui a créé le TUSD, donc Truecoin, Trust Token Truecoin. Donc le TUSD, je vous rappelle, le stablecoin qui était un moment favorisé sur Binance, on le voyait sur les launch pools, etc. Depuis, c'est une société américaine, elle aurait été rachetée par Justin Sun. Encore une fois, c'est pas prouvé, mais tout semble indiquer que c'est Justin Sun qui est derrière le TUSD. Et là, en fait, il y a eu un accord où Trust Token, Truecoin ont reconnu un certain nombre de choses, et notamment, ce qui fait le plus peur, c'est que
99% des réserves qui sont derrière le TUSD, donc des dollars qui sont derrière le TUSD, sont investis dans des fonds spéculatifs. Donc en fait, c'est investi dans des actifs qui sont risqués et qui ne représentent pas vraiment le dollar. C'est un peu ce que faisait Tether au tout début, et depuis ils ont changé, ils sont passés sur uniquement du bon du trésor, mais c'est des choses qui sont extrêmement risquées. Et c'est pour ça que TUSD a connu un dépeg assez important sur une longue durée, et où les délais pour récupérer les dollars en envoyant TUSD à la société prenaient des fois 90 jours ou plus, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'argent et ça prenait du temps de collecter tout ça. Donc là, il y a eu cet accord. Ils ont payé une amende, hein, c'est pas non plus énorme, et je pense qu'ils sont pas allés chercher la société de Justin Sun, mais ça montre que la SEC est toujours à l'affût de tout ça, et c'est aussi ce qui fait peur concernant le WBTC. WBTC, je vous ai dit, Justin Sun aurait d'une certaine manière pris le contrôle d'une société qui a des droits maintenant sur le WBTC, et il y a eu certaines plateformes, quelques MakerDAO, qui avaient annoncé le retrait du WBTC de la plateforme. Et ben c'est à cause de choses comme ça qu'il y a des problématiques, il y a des doutes sur le fonctionnement maintenant que va avoir le WBTC. Mais la bonne nouvelle, c'est que en fait il y a eu MakerDAO, donc Sky, qui est en train de faire marche arrière sur le fait de stopper complètement le WBTC de la plateforme. Ils ont réduit un peu les limites, mais ils vont pas le retirer totalement. En tout cas, ils semblent se diriger vers ça, qu'ils vont pas le retirer totalement. On a un prestataire de service de MakerDAO qui est BA Labs Team, qui vient de dire qu'ils changeaient leurs recommandations suite au fait que le BitGlobal et BitGo les ont rassurés sur la manière dont cette société qui serait sous le contrôle de Justin Sun aurait accès au WBTC, que ça serait toujours sous le contrôle de BitGo, qu'ils allaient notifier au moins 60 jours avant tout changement au niveau des clés, par exemple, de qui contrôle les clés, etc. Donc ça rassure, on va dire, MakerDAO, qui dit qu'il n'y a plus besoin d'enlever complètement le WBTC, et ça rejoint aussi ce que je vous disais, le WBTC, je suis pas en train de dire il faut en sortir, il faut surveiller un peu ce qui se fait autour de ce WBTC. La bonne chose, c'est qu'on peut voir on-chain le nombre de bitcoins qui sont présents sur le WBTC. Mais il faut suivre les évolutions, parce que même si c'est présent on-chain, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas réhypothéqué ou je sais pas fait des accords pour donner les WBTC à telle ou telle entité, et que du jour au lendemain on voit une disparition d'une partie de WBTC. En tout cas, voilà, WBTC c'est bien, mais maintenant c'est plus la seule solution. Il y a plein d'autres solutions qui sont en train d'arriver, le CBBTC de Coinbase, mais elles sont pas encore largement intégrées dans la finance décentralisée. Ça arrive petit à petit, c'est en train de se développer, et tant mieux, parce que WBTC c'était vraiment quasiment le seul qui avait une forte market cap dans l'écosystème des crypto-monnaies de tokens qui représentent le BTC. Ensuite, on a eu Caroline Ellison, la patronne de Alameda, qui avait travaillé avec FTX, qui avait travaillé avec SBF de FTX, qui vient d'être condamnée à 2 ans de prison. Et le plus choquant, c'est qu'elle est condamnée à rendre 11 milliards d'actifs. Je ne comprends pas cette histoire de 11 milliards d'actifs. Est-ce qu'elle a réellement 11 milliards d'actifs à rendre? Est-ce que c'est elle qui a causé tout le trou de FTX? Je ne pense pas. Il faudrait plus d'informations sur le sujet, parce que c'est juste hallucinant, ces 11 milliards. Si elle a vraiment pris 11 milliards et elle fait que 2 ans de prison, c'est vraiment incroyable par rapport à SBF qui était condamné à 25 ans de prison. Mais bon, elle a coopéré avec la justice, elle a sûrement révélé un certain nombre de choses sur le fonctionnement de FTX et Alameda, et d'ailleurs le juge a dit: j'ai jamais vu quelqu'un qui a autant coopéré que Caroline Ellison. Donc bon, j'attends juste les détails sur le 11 milliards, d'où ça vient ces 11 milliards, est-ce que c'est vraiment de l'argent qu'elle va rendre? Ensuite, on a eu un piratage de l'interface du site web, ou une tentative de piratage plutôt, de Etherfi. Un très gros projet d'ailleurs qui a annoncé, là vous pouvez claim le airdrop de la saison 2 de Etherfi, il y a aussi le airdrop Eigenlayer saison 2, n'hésitez pas à le claim si vous l'avez pas fait. Tout ça pour dire, il y a eu une tentative de contournement du site web de Etherfi, il y a eu pour le rediriger vers un site malveillant. Heureusement, ils ont assez vite réagi. A priori, la tentative n'a même pas réussi, mais par précaution, ils ont fait plein de communications, ils ont stoppé, ils ont dit arrêtez d'utiliser le site web, ils ont communiqué sur Twitter, ils ont dit on a bloqué les choses, et finalement il n'y a pas eu de perte. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrivera sans doute prochainement ou un jour à d'autres projets. Donc soyez vigilants quand vous interagissez avec des projets. Moi, c'est l'une des astuces que j'évoque dans ma formation, dans mon accompagnement, c'est voilà, aller sur le compte Twitter des projets avant de vous lancer dans un protocole pour voir s'il n'y a pas une communication récente, par exemple. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec Rabbit, des outils de contrôle. Mais bon, d'ailleurs, si vous voulez creuser et vous voulez apprendre un peu plus tout ça, comment ça fonctionne, et vous faire accompagner pour booster votre portefeuille, vous avez le lien dans la description.
Alors, ensuite, il y a eu un autre piratage. Là, c'est Banana Gun, vous en avez parlé. On savait pas exactement comment le piratage a eu lieu. 3 millions de dollars ont été volés. Uniquement 11 utilisateurs ont été impactés. Et là, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Banana Gun, ce bot Telegram, ils m'a dit, on pense avoir identifié la faille et du coup c'est bon, on pense l'avoir maîtrisé et on va rembourser les 3 millions de dollars. Mais ils sont même pas sûrs d'avoir correctement identifié la faille. Moi honnêtement je suis pas serein d'aller sur ce bot Telegram Banana Gun pour réaliser des achats etc. de crypto-monnaies. Après de manière globale vous savez ce type de bot ils maîtrisent la totalité de votre site fraise qui est sur ce bot, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec vos cryptos, donc soyez vigilants. Mais en tout cas, Banana Gun particulièrement, il m'inquiète. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour les actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.